nous avons le plaisir d'accueillir ce soir donc, Monsieur Jean-Christophe Saladin, donc, qui est professeur à l'université, et aussi grand diffuseur, grand promoteur de la littérature et de la pensée humaniste par le biais de son travail aux éditions des Belles Lettres. Il est directeur de la collection intitulée justement Le Miroir des humanistes, qui s'emploie à remettre à la disposition du public aujourd'hui en traduction, mais en même temps en contextualisant comme il faut et en donnant aux lecteurs les renseignements nécessaires, qui s'emploie à remettre cette, si je puis dire, cette littérature en circulation, parce que tout le monde est prêt à l'inventer, à dire ses chefs-d'œuvre, etc. En fait, bon, combien de gens grâce à ça ont lu L'éloge de la folie d'Erasme, l'utopie de Thomas More, etc., etc. Bon, on va pas tenter le test, ça peut être cruel. Alors, voilà, donc il vient, alors avec l'appui généreux, toujours généreux de la Société des Amis, Monsieur Saladin, il vient de la Société des Amis de la Bibliothèque, et bien, Monsieur Saladin vient nous parler donc ce soir d'un épisode central du XVIe siècle, central dans l'histoire littéraire, dans l'histoire intellectuelle, dans l'histoire, même on va dire, mentale de l'Europe à l'époque, entre 1509 et 1521, cette querelle des hommes obscurs, sur laquelle il a publié, donc le volume qui fait référence aujourd'hui, une édition du texte de l'époque, une édition bilingue du texte de l'époque qui était au centre, qui était un des moments forts de cette économie. Mais je ne vais pas en dire plus, et je vais peut-être vous laisser. D'accord. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant tout, je remercie cordialement, évidemment, les organisateurs, responsables à tous les niveaux, Rémi Cazin, la municipalité, les promoteurs de l'exposition qui se promènent depuis déjà plusieurs années, si j'ai compris, et qui va encore se promener pas mal, et qui est remarquablement intéressante, et à qui je souhaite beaucoup de visiteurs, évidemment. Alors, vous avez pu voir les programmes. Alors, je ne me rappelle plus comment on a intitulé l'affaire. Si, l'affaire, oui, l'affaire Rochelin. Alors, je dis Rochelin, pardonnez-moi, je prends la prononciation alsacienne, car étant peut-être pas un enfant, mais un petit enfant du pays, j'ai un cousin sur place qui l'attesté, du vieux clan cameraire de Mulhouse, quand même, c'est pas. J'avais un oncle qui était curé à la Claquette sur Roto. J'espère que vous connaissez. C'est quand même le centre du monde, la Claquette sur Roto, comme chacun sait. Alors, le sujet, c'est cette affaire. Ah oui, je ne dirais pas Reuchlin, parce que je n'aurais pas le snobisme de faire remarquer que le monsieur était tout de même allemand, et qu'en allemand, ça se dit plutôt Reuchlin. Reuchlin, moi j'ai dit Rochelin, parce que les pauvres Français de l'intérieur, eux, il vaut mieux leur dire comme ça, sinon bien. Alors, pourquoi cette affaire Rochelin et cette affaire des livres juifs, qui sont la même affaire? Parce que, alors, ça croise, c'est strictement contemporain de Yosselman de Rossheim, ça c'est clair. Il a connu la chose. Est-ce qu'il est intervenu dedans? On ne sait pas. Il en parle. Il en parle de façon un peu allusive, c'est-à-dire que si on n'est pas au courant, on ne voit pas qu'il en parle. D'ailleurs, alors, ah ben oui, tiens, dans l'exposition, ça ne s'y trouvait pas. Yossel de Rossheim, bon, a eu donc une vie très, très riche, et à la fin de sa vie, il a écrit, on dit ses mémoires, c'est un peu exagéré, il a écrit quelques pages dans lesquelles il résume sa vie, les principaux épisodes de sa vie. Or, dans ses mémoires, qui sont très brèves, il y a un passage. Il dit, voilà, telle année il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il dit très bref, hein, il dit telle année, les Juifs ont été expulsés de tel endroit, je suis intervenu, ça a marché, ça n'a pas marché, enfin, il donne vraiment le résumé. Or, dit-il, en 5270, du calendrier juif évidemment, donc 1510 chez nous, les catholiques, je fus nommé
avec Rabbi Zadok et quelques autres chefs des communautés. En cette année, 38 de nos frères montèrent sur le bûcher à Berlin. Ça, c'est connu. 1509-1510, il y a eu une sombre affaire à Berlin et il y a eu 38 juifs qui ont été brûlés. En cette même année, des renégats apparurent parmi nous qui résolurent de détruire la loi écrite. Donc, la loi écrite, alors, Torah, Talmud. Mais Dieu suscita un miracle, et des sages chrétiens vinrent à notre secours et défendirent notre loi. Les Juifs de Francfort dépensèrent de grandes sommes pour cette noble cause. Point, et il passe à l'affaire suivante. Donc, c'est vraiment résumé, si on n'est pas au courant, ça ne dit strictement rien. Alors, il fait allusion, là c'est clair, surtout qu'il donne l'année, à cette affaire des livres de Juifs de Francfort. Alors, ce dont je vais vous parler, vous allez voir, alors, ce qui est un peu agaçant, c'est très compliqué. C'est une affaire, parce que c'est une affaire avec énormément d'acteurs, de participants, de niveaux très variables et de toutes sortes. Il y a les Juifs de Francfort, et encore on dit les Juifs, lesquels? Certains Juifs de Francfort. Il y a ceux qu'il appelle les renégats, des Juifs convertis qui... Bon. Il y a les Dominicains de Cologne. Alors là, affaire très lourde pour les Dominicains de Cologne. Il y a les patrons de l'Inquisition de Rhénanie, qui étaient des Dominicains. Puisque, comme vous savez, je suppose, l'Inquisition, dès sa fondation, a été confiée aux ordres prêcheurs, avec pour tâche d'extirper l'hérésie de la surface de la terre, l'hérésie étant au départ plutôt les albigeois, comme chacun sait, et très vite c'est devenu les juifs. Après ça, c'est devenu les protestants, enfin bon, il y en a eu pour tout le monde, et elle a été confiée dès la création aux ordres mendiants. D'ailleurs, les ordres mendiants ont été créés pour ça aussi, pas seulement pour ça, pour contrôler les universités. Enfin, c'est une affaire très complexe. Donc la scolastique, cet énorme mouvement philosophico-théologique du Moyen-Âge, dont nous sommes si fiers, parce que c'est tout de même Telescope, l'américain et compagnie, c'est pas les premiers venus. Tout ça, c'est des créations des ordres mendiants et de Rome pour créer cette espèce de contrôle de la conscience politique chrétienne. Donc c'est une affaire extrêmement complexe. On en dit 3 mots, mais ça touche aussi à notre affaire. Parce que les Dominicains, et de Cologne notamment, puisqu'à Cologne, il y avait une faculté de théologie qui était, elle, tenue intégralement par les Dominicains. Et ces gens-là avaient leur mot à dire, parce que quand une faculté de théologie déclarait qu'un ouvrage était hérétique, ça voulait dire bûcher pour le bouquin d'abord, pour l'auteur, suivant les circonstances, c'était variable. Bon. Mais ces facultés de théologie faisaient la loi sur la pensée et le livre. Alors, avant l'imprimerie, mais après l'imprimerie aussi, évidemment. Donc, acteurs, il y a les Juifs, il y a les Dominicains, il y a l'Université de Cologne, il y a l'Inquisition, dont le chef était donc un Dominicain, Hoogstraten, c'était un flamand qui vivait en Allemagne. Derrière viennent, alors voilà, Rochelin, on va en parler, qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette affaire? Et qui était-il? C'était un personnage extrêmement étonnant, même indépendamment de ça, bon, donc il faudra en parler. Viennent, alors ce que eux-mêmes ont appelé l'armée des rochelinistes, en gros les humanistes. Alors, des dizaines de gens qui étaient, on dirait, des intellectuels, mais certains types d'intellectuels qui se sont trouvés mêlés à cette affaire-là. Et puis, après ça, interviennent des gens comme Erasme, évidemment, au milieu de l'armée des humanistes, j'imagine pas l'armée des humanistes sans Erasme, surtout à cette époque-là, qui était au fait de sa notoriété. Et puis, d'autres encore qui interviennent, les papes, puisque c'est monté jusqu'à Rome, c'est allé très loin dans cette affaire, Jules II d'abord, puis après 1513, Léon X, puis Luther, puis encore d'autres, enfin pas mal d'autres gens. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'étais surpris, je ne m'y attendais pas, de voir les deux petites affichettes que les organisateurs ont fabriquées. Et ça m'a fait plaisir, parce qu'elles sont remarquables, ces deux affichettes. Sauf qu'elles ont besoin du commentaire. Il y en a deux
Et les deux sont les gens qui sont faits ont pris des illustrations d'époque. Et alors, ils sont vraiment tapés dans le mille, parce qu'ils ont pris deux illustrations qui disent tout, à condition qu'on explique, évidemment. Alors, les deux illustrations. La première, c'est celle-là. En regardant de près, on peut voir, il y a écrit, hein, Augenspiegel, et il y a ce dessin, cette paire de besicles. Parce que Augenspiegel, évidemment, en mot à mot, ça veut dire le miroir des yeux, bien sûr. D'ailleurs, en latin, ils ont traduit par speculum oculare, ce qui est amusant comme traduction. Parce que ça, speculum oculare, ça veut dire. Bon, tandis qu'en allemand d'époque, Augenspiegel, on sait, ça voulait dire les besicles. Et ça, ce dessin, figurait sur la page de couverture d'un livre que Reuchlin a publié et qui a provoqué le cataclysme dans cette affaire, et qui s'appelait, enfin, qu'on a appelé la Augenspiegel. Bon. Donc, ça, publié en 1511, date importante. C'est la même année que l'éloge de la folie. Ça donne une idée il se passait beaucoup de choses, hein, en très peu de temps à cette époque-là, comme maintenant. Mais voilà, éloge de la folie, qui parle, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, à l'époque, ils ne se connaissaient pas. Bon. Mais même année, presque, pas pile en même temps, mais presque. Puisque l'Augenspiegel est sorti pour la Foire de Francfort, donc vers le. Qu'est-ce que je raconte ? Foire de Francfort, je crois que c'était vers. Ah non, c'était vers avril-mai. Et l'éloge de la folie, il est sorti à Paris l'été, pendant l'été. Bon, mais enfin, c'est la même année. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. En histoire littéraire non plus, ni religieuse. Deuxième illustration. Voilà, si vous voulez, l'Augenspiegel, dans l'exposé que je vais vous faire, mais à l'époque il est déjà dans 10, c'est le point central, c'est le chapitre central. L'autre illustration, alors qui est très étrange, évidemment si on ne sait pas, bon, elle est amusante parce qu'il y a une collection de personnages bizarroïdes, mais à leur nom. Et en plus on sait d'où ça vient. Bon. Cette illustration, elle se trouvait en page de couverture d'un livre, alors qui a priori n'a pas grand rapport, mais qui de fait on a énormément la preuve ici ensemble. Et ce livre s'appelait Von der vier Kerzenprediger von Bern, ce qui veut dire donc des 4 prédicateurs hérétiques de Berne. Livre publié par un franciscain. Alors là, attention, mesdames et messieurs, parce que de nos jours, enfin vous je ne sais pas, mais moi je sais, pourtant j'ai eu une éducation religieuse catholique très traditionnelle. Moi on me disait franciscain, je disais bon, Rafti, en robe de bure, on disait dominicain, je disais bon, un homme pieux, en robe blanche et noire. Tout ça c'était de la piété, chacun avait son type de piété, mais ça s'arrêtait un peu là. Et j'ai appris, et alors là on a la démonstration, qu'à cette époque-là, en fait ça ne durait pas longtemps, quand on disait franciscain, et qu'il y avait des dominicains dans la salle, les dominicains sortaient les crachons par terre et vociférant des injures. Quand on disait l'inverse, c'était la même chose. Ils se détestaient, ils se battaient entre eux. On a des témoignages qui racontent qu'on se battait à l'entrée des églises parce qu'un franciscain faisait le serment de Pâques. Or, le dominicain disait non, c'est à moi qu'on l'avait promis, mais l'autre disait oui, mais l'évêque a dit que, l'autre a dit non. Et on se tapait dessus, et il y avait une rivalité très violente. Et il se trouve que dans notre affaire, je vous ai dit, les dominicains sont aux premières loges de cette histoire des livres des Juifs. Vous pouvez vous douter que si les dominicains sont aux premières loges, les franciscains vont dire « Ah, on le savait bien, ces salauds de dominicains, ils font tout à l'envers, ils n'ont rien compris, c'est pas vrai. » Et donc, dans le camp des défenseurs des Juifs, on va trouver les franciscains. Pas tous, évidemment, mais Thomas Murner, l'auteur de ce bouquin, c'était un franciscain. Et qui, lui, était dans le clan des Rothschildistes, a défendu le Rochelin et les Juifs. Sur ce dessin, c'est joli, c'est comme un petit décor de théâtre. On voit, c'est un coin de rue. C'est des descriptions jolies, ces dessins à cette époque, parce que le décor est vraiment complet. C'est un coin de rue, on voit les fenêtres, on voit la bonne dame qui regarde sur le pas de sa porte, et on voit écrit des choses très étonnantes. Ici, Patronus Libertatis, le patron de la liberté. D'ailleurs, en fait, c'est patroni, les patrons de la liberté. Au-dessus, c'est 3 messieurs, à gauche, l'air très sérieux. Et il y a marqué leur nom dessus. Devant, Luther. Au milieu, Rutelus, Ulrich von Hutten, dans son
costume de chevalier, avec son armure, et derrière, Reuchlin. Tiens, Reuchlin, Hutten et Luther, tous les trois, patrons de la liberté. Intéressant, on est en 1521. Au milieu, Conciliabulum Malignantium. C'est marqué. Pas besoin d'être très fort en latin pour le comprendre. Donc le conciliabule, le petit concile des malfaisants. C'est bien ça. Et on voit réunis ici plusieurs personnes, ici aussi. Tous, ils ont des robes de bure. C'est des moines. Et on en voit très bien, certains sont en noir et blanc, d'autres pas. Noir et blanc, c'est les dominicains. Les autres, on ne sait pas, il y a des bénédictins, il y a un peu de tout le monde. Ici, Murnerus, Thomas Murner, l'auteur. Donc lui, il est chez les bons, avec il y a une queue comme un dragon, enfin comme un chat, plus ou moins. Et au milieu, Orstratus, donc Hochstraten, le patron de l'acquisition dominicain, Docteur Jesus, etc. Bon, c'était des dominicains connus à l'époque. Et ici, évidemment, il faut avoir la traduction, il y a écrit, là c'est écrit en allemand, Die Makulisten von Bern. Die Makulisten von Bern, évidemment, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce truc. Les maculistes de Berne. Là, je vais vous dire ce que c'est ce truc. Évidemment, c'était il y a 500 ans, donc maintenant, je me fiche un peu de cette histoire. Mais, il faut savoir que, à la fin du Moyen-Âge, grande époque de la scolastique, on se battait dans les facultés de théologie sur pas mal de choses, notamment sur une, très connue, l'Immaculée Conception. Okay. Les franciscains, Guillaume de Cam, Duns Scotus, c'était pas n'importe qui, soutenaient l'Immaculée Conception. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Dès l'instant que les franciscains étaient pour, les dominicains étaient contre. Ils étaient donc, ceux qui soutenaient l'Immaculée Conception, on les appelait les immaculistes, logique. Les autres, on les appelait les maculistes, logique aussi. Non mais là, j'invente rien, c'est le folklore de l'époque, mais c'était comme ça. Or, pour diverses raisons, alors, suivant les pays, ça variait. En Espagne, les franciscains étaient les patrons, en Allemagne, c'était plutôt les dominicains. Bon. En Allemagne, les dominicains avaient du mal à s'imposer contre l'Immaculée Conception. Et voilà-t-il pas, et alors là, on retourne dans notre histoire, en 1506, alors, rien que ça mériterait une soirée. Voilà que, lors d'un, comment ils appelaient ça, c'était pas un concile, une conférence régionale des dominicains, on réfléchit à la question comment regagner du terrain sur les franciscains en Allemagne. Et pour ça, il faudrait quelque chose de spectaculaire. Il faudrait un vrai miracle, il faudrait quelque chose pour prouver au peuple que c'est nous qui avons raison et que l'Immaculée Conception, ça ne tient pas la route. Et voilà-t-il pas que, au cours de la réunion, il y en a qui disent, chacun propose quelque chose, et il y en a un qui, enfin, l'idée sort, il faudrait un miracle. Quoi? Et puis les gens disent, mais oui, c'est les miracles. Autrefois, oui, les gens étaient complètement idiots, mais maintenant, il y a l'imprimerie, les gens, ils ont de l'instruction, ils ne croient pas à n'importe quoi. Ils disent, si, mais il y a des endroits où les gens sont plus stupides qu'ailleurs. Ah bon, où ça? En Suisse, bien sûr, les montagnards, à Berne. À Berne, il y avait un couvent dominicain. Et germe l'idée, on va faire un vrai miracle extraordinaire qui va prouver que l'Immaculée Conception, ça tient là. Et voilà qu'à Berne, au couvent des dominicains, on fabrique le miracle. C'est une histoire absolument romanesque. Je vous la fais bref. Ils arrivent à convaincre un novice qu'il a eu des apparitions de la Vierge pendant la nuit, et que, bref, ils ont un tableau, une peinture de la Vierge Marie avec Jésus, qui pleure des larmes de sang. Alors, évidemment, derrière, il y avait un gars avec des poires, des vessies de pauvres qui balancent du sang. Et, très bien fait, dans la pénombre, ils annoncent ça. Le public se précipite, miracle, offrande, pèlerinage, ça marche extraordinairement bien. Ça marche tellement bien qu'un jour, ça marche plus, quelqu'un vend la mèche, je vous passe les détails, ils sont dénoncés, enquête, inquisition, ça tourne très mal. En 1509, 4 dominicains sont brûlés à Berne. Ça fait très très mauvais effet. Alors je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, il n'y a pas de lien, mais c'était tout le monde, on ne parlait que de ça, hein, de la littérature, dans les textes humanistes,
ou autres du début du XVIe siècle, l'histoire des dominicains de Berne, c'est gigantesque. Et puis des dominicains brûlés par l'Inquisition, il y a des gens qui se frottaient les mains. Logique, oui, je veux dire. Donc les dominicains avaient pas mal de chemin à faire pour rattraper ça, parce qu'évidemment c'est très très mauvais coup pour les pour les maculistes. Parce que du coup, Thomas Murner, franciscain qui avait assisté au procès, immédiatement publie des pamphlets. Regardez les dominicains, on sait bien, on l'a toujours dit, c'est des menteurs, des affabulateurs, ils trompent le pauvre peuple, etc. Bon. Donc les dominicains sont un peu sur la sellette et ils ont besoin de redonner leur blason. Je ne dis pas que l'histoire des livres de Francfort, c'est pour redonner leur blason, mais ça tombe bien. Alors, l'histoire, je vais vous la raconter en 5 actes, à la Shakespeare. Chacun, non, c'est-à-dire, je vais essayer de mettre le projecteur sur un des axes, un des niveaux. Parce que c'est des niveaux ça se croise tout le temps, mais on peut distinguer des dominantes. Et une fois qu'on les a repérées, on peut voir comment ça se tricote. Sinon, on y comprend. Donc, alors, premier acte, la question. Alors, on est au cœur. L'événement. Qu'est-ce que c'est cette histoire des livres juifs de Francfort? C'est très simple. Les juifs, comme vous le savez, on vous l'a expliqué en bas, dans toute la chrétienté, pendant tout le Moyen-Âge, ont été l'objet de vexations, persécutions. Bon. On en a des catalogues. Voilà que, au début du XVIe siècle, donc vers 1504-1505, 2 juifs allemands se font catholiques. Pourquoi? On ne sait pas très bien. Bon. L'un se nomme Pfefferkorn, c'était des noms des sobriquets juifs, donc pain de poivre. L'autre se nomme Victor von Carmen. C'est des types, alors évidemment, leurs ennemis les présentent comme des vauriens, des bandits en chemin. On ne sait pas trop. C'était des types sûrement pas très fréquentables, mais enfin, bon. L'un, Victor von Carmen, dit qu'il était rabbin. Il a dit ça aux dominicains qui l'ont cru, qui l'ont pas cru. Bon. Ils se font chrétiens. Et voilà-t-il pas que, alors, comme toujours, les convertis, toutes les religions, sont toujours les plus prosélytes, et les plus violents, les plus sectaires. Et ces deux-là disent aux dominicains, à Cologne, écoutez, c'est pas le tout de se convertir, il faut une bonne fois réduire la perfidie judaïque. Et nous, comme on est juifs d'origine, on sait l'hébreu, on les connaît, donc on va vous régler ça. Et ces messieurs commencent à publier des pamphlets. Il y en a en bas, sur la confession des Juifs, sur la fête de Pâques, qui sont grotesques. En plus, ils sont moches, les dessins sont nuls, le texte, c'est affligeant. Mais ça passe. Sur une population d'analphabètes, ça passe. Bon, enfin, voilà, j'en sais rien si ça passe ou pas. Mais ils publient des petits bouquins, franchement, des trucs qu'on met à la poubelle sortis de l'imprimeur, mais enfin, ils en font. Et ils en font pas mal, ils en font une petite dizaine pendant quelques années. Particularité, il y a à l'université de Cologne un maître humaniste, un professeur de lettres classiques, qui s'appelle Ortwin Gratius, qui a de l'instruction, qui sait le latin, qui traduit ça en latin. Ça change tout, parce que les autres avaient écrit en allemand, donc en allemand, il n'y a que le Beckner du coin qui peut le lire. Surtout que les imprimeurs, vous savez, d'un village à l'autre, on ne parlait pas de la même façon, donc on ne pouvait pas se lire. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Là, je quitte le sujet, mais c'est intéressant de le savoir. Moi, j'ai vu entre les mains des livres imprimés du même auteur, même texte, même imprimeur, imprimés à 15 jours d'intervalle, avec pas la même orthographe. Un écrit Frau, F-R-A-U, l'autre écrit F-R-A-W. Bon. Un écrit Buchlin, B-U-C-H-L-Y-L, l'autre écrit... on écrivait comme on parlait, donc si le typo parlait mal, enfin, bon. Donc, tant que c'était en langue vernaculaire, ça va dans le village, ça va, enfin, dans la région proche, mais ça n'aura pas de diffusion. Voilà que des proches des dominicains traduisent ça en latin, donc on se met à diffuser. C'était pas une nouveauté. On chauffe les esprits. Pfefferkorn, qui était particulièrement acharné, ou particulièrement manipulé, on n'a jamais très bien su. Certains ont dit qu'il était manipulé par les dominicains, ce sont vrai, d'autres ont dit que lui-même manipulait les dominicains, c'est vraisemblable aussi, quoi qu'il en soit. Pfefferkorn et Victor von Carmen font pression, font de l'agitation, et les dominicains finissent par se dire, le moment vers 1509,
donc pile au moment de l'histoire de Berne. On met un deuxième fer au feu, on va lancer une grande confiscation de livres des Juifs. Ça, c'est un standard, c'est facile à faire, ça se fait depuis des siècles, normalement ça marche tout seul. Et, sauf que les dominicains savent qu'il faut quand même y aller doucement, parce que l'empereur, alors voilà, il y a des questions juridiques, les Juifs, on ne peut pas y faire n'importe quoi, parce qu'ils ont un statut juridique qui les protège, en théorie, des exactions, donc ils ne sont pas soumis aux mêmes impôts, mais en échange, ils ont... Alors, on monte un coup, on envoie Pfefferkorn chez la sœur de l'empereur, Cunégonde, qui est bigote et qui est une bonne sœur, qui lui envoie des lettres, qui interfère pour que Pfefferkorn puisse rencontrer l'empereur, Maximilien. Maximilien a d'autres chats à fouetter, il est devant Venise avec son armée, il y a du fil à retordre contre le roi de France, contre les ligues, contre le pape. Arrive le Pfefferkorn, mais bon, il y a la lettre de la grande sœur, l'empereur signe. Est-ce qu'il dit, on n'en sait rien. Il signe, ok, confisqué. Est-ce qu'il a lu le papier, on n'en sait rien. Bon, mais Pfefferkorn revient avec son autorisation de confisquer. Et immédiatement, il a l'autorisation au mois d'août, en septembre, on commence à confisquer. Et à Francfort, et dans diverses régions de Rhénanie. Petit détail, l'empereur avait, pour sa campagne d'Italie, emprunté des sommes astronomiques aux Juifs de Francfort pour payer la rente. Les Juifs, immédiatement, protestent auprès de l'empereur, auprès de l'évêque, passons les détails. L'empereur se rend compte qu'il a signé peut-être un peu vite. Immédiatement, il dit, on arrête tout. Les livres confisqués, bon, on regarde, on va voir ce qu'on fait, mais surtout, parce que si les Juifs lui demandent de rembourser, son expédition d'Italie, il peut rentrer chez lui et ramener tout le monde à la caserne. Alors, il ordonne qu'on arrête tout, et pour gagner du temps, vieille technique, il demande une commission pour examiner s'il faut réellement brûler les livres des Juifs. Comme ça, on gagnera 6 mois ou 1 an. Alors, la commission, on demande à 4 universités, peu importe les détails des universités allemandes, je crois que c'est Erfurt, Mayence, Cologne, et 4 experts. Alors, parce que voilà, les universités, donc faculté de théologie, à la question, faut-il brûler les livres juifs? Parce que les livres juifs, ça veut dire principalement les livres talmudiques. Or, pour juger un livre talmudique, il faut lire l'hébreu, par définition. Il n'y a pas une faculté de théologie, il y a un kidam capable de lire l'hébreu. Donc, c'est délicat. Maximilien n'est pas idiot, il sait bien qu'on va lui retourner ça. Alors il demande à 4, il réussit à en trouver 3. Experts en hébreu. Pfefferkorn, Victor von Karben, bon, eux on sait d'avance ce qu'ils vont dire, et Reuchlin. Alors voilà, entre en scène Reuchlin, qui est un personnage qui au départ n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Qui est Reuchlin? Reuchlin, c'est un humaniste, c'est-à-dire un homme qui a consacré sa vie à l'étude et à la réhabilitation de la culture païenne de l'Antiquité, grecque et latine, surtout grecque. Chose, à l'époque, alors pareil, c'est un sujet extrêmement vaste, il faut se rappeler qu'à l'époque, le grec avait disparu d'Europe et que, sauf en Italie, où dans quelques clubs d'érudits, on enseignait, on discutait grec, à Florence, à Milan, à Naples, au nord des Alpes, personne ne lisait grec. Reuchlin, qui était un esprit extrêmement curieux, Reuchlin était juriste de son métier, donc il n'avait pas grand-chose à voir avec les études grecques. Il était juriste pour gagner sa vie, il l'a raconté dans tous les détails dans ses bouquins. Il a fait des études à Poitiers, enfin bref, il est devenu juriste de niveau international. Et il est entré au service de la Ligue Soir. Donc, et des dominicains, il gagnait sa vie en traitant des affaires, des contentieux pour les dominicains et pour des princes. Bon. Il gagnait sa vie honnêtement, c'était un roturier. Et cet homme-là était devenu proche du prince de Wurtemberg, Eberhard le Barbu. Et le prince l'avait emmené en Italie. Donc c'est compliqué tout ça. Et Reuchlin, en Italie, avait rencontré des gens avec qui il a appris le grec. Et il a rencontré Pic de la Mirandola, qui était au milieu de ces élucubrations extraordinaires sur la Kabbale, et que, comme quoi, Moïse avait inspiré Platon, et qu'on trouvait des sources communes au judaïsme et au christianisme.
affaire extrêmement complexe, mais Pic de la Mirandole était en plein là-dedans, et il était toqué d'hébreu, Pic de la Mirandole. Il avait appris l'hébreu auprès de juifs un peu spécial, bref. Et il avait collé son virus à quelques-uns de ses visiteurs, notamment Rochelin. Quelques autres personnes, pas beaucoup, mais il y en a eu une dizaine de gens qui se sont dit, tout d'un coup, mais bien sûr, si on veut être un chrétien averti, il faut étudier l'hébreu, connaître la Bible par les interprétations kabbalistiques, et Rochelin se trouve là-dedans. Et donc cet homme-là se trouve helléniste, latiniste de très haut niveau, il a écrit des comédies, c'est un grand styliste, Rochelin, et hébraïsant, et catholique pur juif. Il n'avait rien à voir avec les juifs, cet homme-là. Sauf que, à chaque fois qu'il rencontrait un juif instruit, médecin d'empereur, des gens cultivés, il allait dire mon cher rabbi, tu me donnes des leçons, combien, mon prix sera le tien, enfin, ton prix sera le mien, etc. Il raconte que c'était très cher, parce qu'il y a rareté du marché, et il apprend l'hébreu. Et il l'apprend à tel point qu'au bout de quelques années, il se met à publier des bouquins d'interprétation de la Kabbale, puis par la suite, au cours de sa vie, il a publié un livre, un traité d'hébreu, qui est absolument incroyable, grammaire, dictionnaire, etc. Il a écrit un traité sur l'accentuation de l'hébreu, sur les chants liturgiques juifs. C'était un très grand érudit de culture hébraïque, et notamment kabbalistique. Et je peux vous dire, peut-être que certains d'entre vous sont érudits là-dedans, c'est pas facile. Donc, on demande à Rochelin son avis. Allons rapidement, tout le monde rend ses avis. Les universités disent, bien sûr, on brûle. La Bible, peut-être pas, la Bible en hébreu, mais le reste, on brûle, pas de souci, avec des argumentaires classiques. Pfefferkorn. Ah oui, on demande même à Horstraten, au chef de l'Inquisition. Et voilà qu'arrivent les conclusions de Rochelin. Chez l'empereur, Ratschlag, Hauptmann dit Jüdischen Bücher verbrennen soll. Sans être fort en allemand, ce que ça veut dire. Et lui, il dit ah ben non, c'est pas si simple. D'abord, on ne brûle pas. Ensuite, on regarde. Si on regarde, on s'aperçoit que c'est follement intéressant, le Talmud, la Kabbale, bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec les chrétiens, mais ça contient des interprétations de la Bible tout à fait remarquables. En gros, il faudrait donner ça à étudier dans les séminaires. Ça jette un froid. L'empereur reçoit ça. Alors il dit, écoutez, on arrête tout, on rend les livres aux Juifs, on verra plus tard. Donc, on rend les livres aux Juifs un an plus tard. Et, si vous voulez, côté juif, je ne dirais pas que l'affaire s'arrête là, mais on n'en entend plus parler après. Ils ont plus ou moins récupéré leurs livres. Les persécutions directes des dominicains de Cologne semblent diminuer. Bon. Et alors là, tout aurait pu s'arrêter là. Parce que si on refait l'histoire, on dit, bon, Rochelin aurait pu dire, j'ai fait mon boulot, j'ai rendu mes conclusions, les Juifs ont récupéré leurs livres, on n'en parle plus. Passons à autre chose. Mais alors, on ne sait pas tout, on sait pas mal de choses, mais on ne sait pas tout. Voilà que Rochelin, c'était un homme un peu spécial. C'était un peu comme Erasme. C'était le type qui, très doux, très non-violent, mais quand on l'embête trop, là, il attaque. Et il attaque, et il lâche pas. Et il ne recule pas. On lui dit on pourrait négocier, lui, il négocie. Et Rochelin publie l'année suivante, donc 1510-1511, un livre, ça. Et alors là, il ressort toutes ses conclusions, et il le met en latin, et il met des commentaires en hébreu, enfin bref, il fait un boulot très détaillé, juridique, comme quoi c'est lui qui a raison, et que les dominicains et Pfefferkorn ont tort. Le bouquin est publié, on se l'arrache. Les autres en face prennent très mal la chose, parce qu'évidemment ils sont ridiculisés. Et alors là, les dominicains, Horstraten, le supérieur de Cologne, dénonce Rochelin à l'Inquisition, dont il est le patron. Alors, passons sur les détails. Procès à Mayence, devant l'Inquisition. Il est évidemment condamné. Lui fait appel à Rome. On arrive en 1513, le pape vient de changer, c'est Léon X, qui est de notoriété publique, qui protège les humanistes. Et Léon X, pareil, on ne connaît pas tous les détails. Léon X dit, stop, pas de condamnation, on va faire rejuger ça par des gens choisis sur le volet. Il choisit des évêques favorables.
nouveau procès à Spire, Rochelin est acquitté, les dominicains sont condamnés, et payés aux dépenses, ça coûtait cher. Alors, on se met à republier des pamphlets, d'un côté comme de l'autre, et c'est Rochelin qui se trouve au centre. On ne s'occupe plus des Juifs, mais de Rochelin. Ce salaud qui défend les Juifs, et c'est un juif crypto, les Juifs, les etc. Pfefferkorn y retourne, Horstrattel publie. Rochelin se défend, se met à publier aussi des livres. Alors, et lui, qui est un homme âgé, hein, Rochelin à l'époque, il est né vers 55, donc il a une soixantaine d'années, c'est pas un jeune homme. Il a beaucoup d'amis dans tout le monde cultivé européen. Il se met à publier les lettres. Alors c'est assez curieux parce qu'il semblerait que c'est une des premières fois que ça a été fait. C'est les pétitions actuelles, si vous voulez. Il réunit des lettres de tous les gens importants avec qui il était en relation. Des Italiens, des Allemands, tous les grands humanistes, des princes couronnés, des Juifs, puisqu'il y a même des Juifs de Ratisbonne qui ont des responsables de communauté qui ont écrit tout le bien qu'on pense de lui. Et il dit, regardez, tout ce qu'on dit de moi, voilà, ma carte de visite, donc, et en face de moi, ce que me crache dessus, Pfefferkorn et les dominicains. On se met à échanger des pamphlets. Erasme est mis dans le coup. Erasme connaissait un peu Rochelin. Rochelin demande à Erasme d'intervenir auprès du pape. Erasme intervient auprès du pape, Léon X, qui essaye de calmer le jeu en interdisant aux deux parties de publier, mais ça continue à publier. Pour dire vite, l'affaire a duré jusqu'à la mort de Rochelin, donc de 1511 à 1521, pendant 10 ans. Le procès de... Alors, les dominicains sont condamnés à Spire. Ils font appel à Rome, eux aussi. Le pape déplace le procès à Rome. 1516, donc les années passent. 1516, à Rome, définitivement, on confirme la sentence de Spire. Donc, Rochelin est définitivement acquitté et les dominicains condamnés. Mais ils continuent à travailler dans l'ombre. Le temps travaille pour eux et, entre-temps, on change de niveau. Il s'est passé plusieurs événements gravissimes dans la chrétienté occidentale qui changent pas mal la donne. On a dit 1516, procès à Rome. Or, en 1516, ça a commencé en janvier, la réouverture du procès. Mais voilà qu'en février 1516, alors là, les jours comptent. Ça se passe il y a 500 ans, mais le jour et l'heure comptent. En février, un mois plus tard, cataclysme dans la chrétienté occidentale. Vous êtes au courant, je suppose, on l'apprend pas à l'école, mais on devrait. Un imprimeur bâlois, Froben, publie un Nouveau Testament, bilingue, grec et latin, qui diverge de la Vulgate, et qui diverge dans pas mal d'endroits, toutes les pages. Erasme a montré que la Vulgate était un tissu de barbarisme, d'erreur de traduction, de tout ce qu'on veut. Il donne le texte grec en face, c'est la première fois depuis Saint Jérôme que ça avait été fait. Alors là, on a les témoignages, on a les réactions. Alors là, on oublie Rochelin. C'est Erasme. Il y a les curés qui montent en chair à travers l'Europe pour dire il y a un salaud d'hérétique à Bâle qui dit que notre Bible est fausse au bûcher. Là, ça devient très chaud. Erasme a dédié son Nouveau Testament à Léon X, qui le trouve très bien et qui le protège et qui demande qu'on ne touche à rien. Mais pour les défenseurs de Rochelin, il y a du souci à se faire. L'été suivant, quelques mois plus tard, paraît, on ne sait pas où, puisque c'est anonyme, un pamphlet, alors là, vitriol, alors là, un vrai pamphlet, qui est une œuvre, moi, c'est ça. C'est amusant, parce que ce pamphlet au vitriol, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ce gravé, ce truc qui pèse presque tranquille. Mais il y en a un exemplaire en bas. En fait, c'est un bouquin minuscule, hein. C'est un petit livre gros comme ça, qui fait une centaine de pages, écrit tout petit. En plus, écrit sans interligne pour pouvoir mettre, pour que ça tienne en tout petit. Les lettres des hommes obscurs. Alors ça, c'est une histoire. C'est un petit recueil. Alors ensuite, il y a un deuxième qui paraît. Bon, mais en tout, il y a 120 lettres. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? C'est écrit, publié, on ne sait pas d'où, aux antipodes, c'est marqué. Alors, lettres envoyées à destination de maître Ortwin Gracius, tiens, celui qui avait traduit Pfefferkorn, adressées
Par qui? Par les hommes obscurs. Qu'est-ce que c'est que ces hommes obscurs? Alors, quand on lit le truc, on trouve une chose invraisemblable. Alors, moi, je trouve une drôlerie extraordinaire, bon, sauf que c'est en latin. Mais alors, c'est même pas en latin, c'est en latin de cuisine. C'est-à-dire, c'est écrit très exactement comme si ça avait été écrit par un gamin qui ne sait pas un mot de latin, qui aurait traduit du français en latin, en gros. Ça ressemble très souvent à du français, ou à de l'allemand. Voilà, il y a des mots italiens, il y a des mots de n'importe quelle langue, c'est du baragouin. Et c'est soi-disant envoyé par des moines, des théologiens, des curés, des quatre coins de l'Europe, surtout du monde germanique, adressé à ce maître humaniste, Ortwin Gracius, et aux dominicains, et à Hochstraten. Alors ça raconte des trucs, c'est un peu du Rabelais. D'ailleurs, Rabelais s'en est inspiré. C'est des histoires. Vénérabilissime maître, vous qui êtes si savant dans toutes les sciences, que même Aristote, des couillonnades. Alors, ça raconte des histoires de cul, du style oh, vénérable maître, je dois vous soumettre à un gravissime problème théologique. Figurez-vous que dans mon couvent de Pétaouchnok, la nuit dernière, couvent dominicain bien sûr, la nuit dernière, j'entends un bruit suspect au milieu de la nuit, c'est pas l'heure de prière, je me lève, j'entends que ça vient de chez le supérieur, je me dis, oh, j'entends des soupirs, je me dis, mon Dieu, peut-être qu'il se sent mal, une extraction. J'entrouvre la porte, et le supérieur me dit, j'entends sa voix qui me dit, oh ben c'est toi, frère un tel, ben, viens donc, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Et le voilà qui est en train de s'ébattre avec la lingère du couvent. Moi, bien sûr, horrifié, je dis mais non, et je suis pris dans ce drame terrible entre l'obéissance à mon supérieur, est-ce qu'il faut que je dise l'obéissance au 3 et 4e commandement, tu ne forniqueras pas. Donc, alors bien sûr, je l'obéis, parce que mettez-vous à ma place, sur le blague. Non, moi je trouve ça très, c'est drôle, si on remet dans le contexte. Et donc, vénérable maître, vous qui êtes savant dans toutes les théologies, qui savez par cœur saint Thomas d'Aquin, saint Albert et tout ça, à propos, où en êtes-vous de vos démêlés avec ces salauds d'humanistes et Rochelin et Erasme et tous ces gens qui sont des suppôts du diable, vivement qu'on les brûle. Hop. Et puis lettre suivante. Ce petit bouquin paraît, on n'a jamais su où c'était imprimé. Immédiatement, ça se diffuse dans toute l'Europe, alors on a des traces, des gens qui en ont parlé, même on a Thomas More en Angleterre l'a reçu, il écrit Erasme, extraordinairement drôle, tout le monde rigole de ça, parce que aussi bien les ignorants, parce qu'ils croient que c'est vrai, que les gens cultivés prennent des blagues. Alors, c'est très drôle. Mais, premier volume, ça, c'est surtout contre les moines, bon, les moines paillards, les concussionnaires, les indulgences, toutes ces trucs. Non, c'est rien de très original. Problème, volume 2, qui paraît l'année suivante, là, on commence à parler du pape, de la curie, et puis ça va sur le même ton. Léon X, qui est subtil, bon politique, tout ce qu'on veut, à un moment donné, a du mal avec tout ça. Et lui, ça lui plaît pas. Il dit, bon, il a peut-être beaucoup sur nous. Quand c'est l'Arétin qui lui écrit des comédies ordurières, il trouve ça très drôle. Donc, alors, on suppose que ça a été écrit par Ulrich von Hutten, un jeune et brillantissime humaniste qui était un noble d'une famille, qui est vrai, hein, qui avait une armée privée, il partait se battre contre les curés. C'est un type tout à fait extraordinaire, qui n'a pas eu de chance. Enfin, en plus, il avait la vérole. À l'époque, c'était rare. C'était les premiers qui attrapaient ça. Il est mort dans des souffrances horribles de la vérole. Il a écrit là-dessus. Bon. Mais ce type avait une plume absolument acérée, très grand. Il était poète couronné, excellent latiniste, enfin, helléniste, ami d'Erasme. Il se croyait, il aurait voulu, il disait à Erasme, soit mon Socrate, je serais dans l'Alcibiade. Donc c'était des gens de lettres et d'esprit. Bon. Sans doute, moi je pense que c'est Ulrich von Hutten qui a écrit les 2 volumes, anonymement, tout le monde rigole, Léon X dit, ça va plus, parce que moi je ne peux pas à la fois défendre Erasme, défendre Rochelin, me faire attaquer par les humanistes, ça marche plus. Je ne dis pas que Léon X était blanc, enfin, c'était Léon X. Et pendant ce temps-là, Hochstraten, qui a des florins plein les poches. Ça, on a les témoignages, on a les comptes. Il s'est fait donner de l'argent par tous les couvents, toutes les associations de bonnes sœurs, les dames patronesses, tous les gens qui supportaient les dominicains, et avec cet argent, qu'est-ce qu'il fait? Il est à Rome, il arrose la curie pour faire réviser le procès.
1516, Érasme publie son Nouveau Testament. Les gens disent, regardez, Érasme soutient Rochelin. Or, cette espèce d'antéchrist nous dit que la Bible est fausse, donc Rochelin, et Érasme est la bande de Rochelin, tout ça au fond. Effectivement, très difficile. Érasme écrit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas si simple. Arrivent les lettres des hommes obscurs. Et on est en 1516. Là, on est au jour près. 1 an et demi plus tard, tout le monde connaît l'histoire, ça on l'apprend à l'école, le 31 octobre 1517, celle-là, tout le monde la connaît. Un certain docteur en théologie, de Wittenberg, placarde sur la porte de l'église, de l'université, qu'il aimerait bien un débat sur 95 thèses sur les indulgences. On connaît la suite. Quand on dit à Luther, Radimon, très intéressant pour l'histoire sur les indulgences, mais sur quoi est-ce que tu t'appuies scientifiquement? Comment ça tient? Luther dit, pas de souci. Traduction du Nouveau Testament par Érasme, vous avez qu'à aller regarder là-dedans, tout s'y trouve. Érasme d'ailleurs, a marché dans les débuts, a écrit des lettres de félicitations à Luther, dit mon cher, bien sûr, dénoncer les indulgences depuis l'éloge de la folie, je fais que ça, dénoncer la concussion, dénoncer le trafic des reliques, dénoncer tous ces machins-là, ils sont dans le même bain, ils travaillent dans le même sens. Vous imaginez le paroissien obscur, le moine du fond du couvent dominicain, il fait l'amalgame. Rochelin, Ulrich von Hutten, les humanistes, tous ces types qui vous disent le grec, il n'y a que ça de vrai, on voit bien ce que ça donne. Du coup, il faut retraduire la Bible. Bientôt, ils vont vous dire qu'il faut également reprendre l'hébreu. Rochelin, c'est la fin du monde. Luther, on est dans un système, il y a deux camps. Il y a les bons, donc la tradition, l'authenticité, comme chacun sait, au Concile de Trente, on dit que la Vulgate était authentique. Il faut quand même oser l'écrire noir sur blanc. La Vulgate. Quand bien même fut-elle rédigée sous cette forme par Saint Jérôme, disons Jérôme de Stridon, parce que la science lyrique, pas de ça. Dire qu'elle est authentique, tout le monde savait qu'elle avait été traduite 400 ans plus tard du grec. Tout le monde le savait. Donc, ça devient Orstraten, avec ses florins, travaille au corps tout ce qu'il peut rencontrer, les supérieurs des ordres, les cardinaux, les évêques, et Léon X est obligé de réagir. Le Nouveau Testament, il est pour. Il a même fait publier une Bible en hébreu. Luther, il peut difficilement être pour. Et la sentence tombe. Et puis pendant ce temps-là, là aussi, il y a d'autres phénomènes, on ne peut pas rentrer dans le détail. Certains vieux cardinaux qui soutenaient Rochelin meurent, d'autres sont mutés, etc. La retourne. Et en 1520, Bulle, au mois de juin, sauf erreur, le 15 juin, Bulle exsurge domine, menaçant d'excommunication Luther si il persiste. C'est la suite, il a persisté. Et une semaine plus tard, il n'y a pas de hasard dans l'histoire, une semaine plus tard, le 21 juin, annulation des arrêtés du procès de Spire et de Rome. Donc Rochelin est condamné. C'est-à-dire que Léon X doit reculer devant les dominicains. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, là, elle n'est pas drôle. Bon, Érasme, on connaît la suite. Elle n'est pas drôle, la suite. La fin de la vie d'Érasme. Il s'est trouvé un but à des campagnes. Ils n'ont pas réussi à lui faire la peau, ils n'ont pas réussi à rigoler, mais ils ont vraiment essayé. Il y a beaucoup d'amis à lui qui l'ont passé. À Paris, le Berquin a été brûlé par la Sorbonne, condamné par la Sorbonne, brûlé le lendemain, pour avoir traduit Érasme en français. Érasme, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Rochelin non plus. Rochelin s'est trouvé dans une affaire. Il vivait à Stuttgart, dans le Württemberg. Alors, c'est pas le sujet, mais c'est quand même Ulrich de Württemberg, le duc de Württemberg, qui était l'ennemi personnel d'Ulrich von Hutten. Il avait fait assassiner son frère dans une histoire terrible, c'est extrêmement violent. Bon. Avait mis le pays à feu et à sang. La Ligue Souabe a fini par, avec le soutien de l'empereur, lever une armée contre Ulrich de Württemberg, qu'il a chassé de Stuttgart. Il est revenu. Évidemment, l'armée partait, Ulrich revient, Rochelin est au milieu, il habite Stuttgart.
il a réussi, comme Ulrich de Furstenberg savait que s'il faisait trop... Enfin, il ne pouvait pas s'appliquer à Reuchlin directement, mais Reuchlin a réussi à partir, il avait reçu des lettres, hein, les chevaliers de Sickingen, Ulrich von Hutten lui ont écrit si vous touchez un cheveu de Reuchlin, nous, on gagne de tout. Enfin, c'était un climat quand même très violent. Reuchlin s'est enfui à Tübingen, à Ingolstadt, et est mort de vieillesse, enfin de maladie. Ulrich von Hutten, alors lui qui est entré en croisade contre les curés, contre les dominicains, contre l'empereur, bon, c'est devenu une espèce de héros national allemand. D'ailleurs, il faut reconnaître que c'est un personnage très étonnant, même sympathique, parce que vraiment une espèce d'extrémisme. Bon, il croyait à la nation allemande, il voulait débarrasser l'Allemagne des oppresseurs français, du clergé, tout ça ensemble. Mais militairement, il levait une armée, il partait se battre avec Franz von Sickingen. Bon. Et il a fini, mis au banc de l'Empire, et puis finalement enfui en Suisse et mort de la vérole sur le lac de Uffenau, le lac de Zurich, tout seul, dans des conditions dramatiques. Bon. Après avoir été protégé par Écolampade, à Bâle, enfin, il a fait le tour de tous ceux qui auraient pu le soutenir encore. Bon, c'est une histoire très complexe, bon, mais non, la fin de Ulrich von Hutten est atroce. Et donc, Hutten meurt, Reuchlin meurt, condamné aux dépens. Il n'a pas payé. Bon, on lui demandait des sous. Enfin, ce type qui avait son salaire de juge de la Ligue Souabe, les dominicains vraiment la charge maximum. Et évidemment, comment dire, tout ça a été oublié, dans un sens. Parce que depuis ce temps-là, évidemment, de quoi on parle? De Luther. Luther a accaparé le devant de la scène. Ça, c'est évident, tout le monde le sait. Mais cette scène sur laquelle Luther est devenu la star qu'il est devenu, ce brillant orateur politique, etc., c'était pas du tout sur une scène de débat théologique. C'était sur, c'est-à-dire l'Europe, la chrétienté était ravagée par ces histoires-là, notamment, c'est-à-dire que les esprits étaient à vif. Chaque mot, chaque pamphlet, chaque image était immédiatement interprétée contre Reuchlin, contre les dominicains, pour contre Luther, pour contre Erasme. On était dans un monde d'une violence qu'on a du mal à se représenter. Et donc, si vous voulez, ce dessin qui est la fin de l'histoire, de l'histoire de cette guerre des livres juifs, le paradoxe, c'est assez amusant, je vous le donne, parce qu'on voit cette image. D'évidence, ça a été dessiné, ça a été gravé, pour illustrer le combat luthérien. On voit encore en 1521, il y avait des gens qui proposaient à la population, sous forme d'un pamphlet imprimé, cette image dans laquelle on voit mis dans le même panier les dominicains de Berne, ceux qui ont bidonné les miracles. Mourner. Alors, Mourner, on ne sait pas bien ce qu'il... Il est au milieu. Il est au milieu. Ici, Orstraten et les dominicains. Et, en face d'eux, les protecteurs de la liberté. Reuchlin, Hutten, alors il manque Erasme. Reuchlin, Hutten et Luther. Donc, pour l'auteur, Erasme, il devait partager ça. Or, cette gravure, elle a été mise sur une édition pirate du livre de Mourner qu'il avait écrit à l'époque contre les dominicains de Berne, qu'il avait écrit en 1509, très tôt après le procès et le bûcher. Et ce livre a été réédité plusieurs fois, et en 1521, il a été réédité avec lui encore tout le livre. Donc on a une espèce de condensation de tous ces personnages qui ont fait cette lutte qui a duré 15 ans. Parce que les premiers pamphlets anti-juifs datent de 1504-1505, ceux de cette affaire-là, hein, puisqu'évidemment, dans le contexte, expulsion d'Espagne, expulsion du Portugal, toutes les expulsions de la zone germanique,
on était en plein là-dedans. D'ailleurs, il y a un livre de Rochelin où il dit certains se demandent comment j'ai fait pour apprendre l'hébreu. Parce que il n'y a plus d'un seul juif en Allemagne. Ils ont tous été expulsés. Alors, moi, j'ai réussi à trouver, je suis devenu copain avec le médecin d'empereur qui m'a donné l'hébreu. Donc c'est un monde, on a du mal à se représenter ce monde-là. Et alors, Yosselman, le Rossal, il a évidemment connu cette histoire-là. Est-ce qu'il est intervenu? On ne sait rien. Est-ce qu'il a correspondu avec l'un, avec l'autre? Est-ce qu'il a connu Rochelin? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'a pas assez de documents. On a très peu de choses finalement autour de lui. On n'a pas de correspondance, par exemple. Alors que c'est un type qui écrivait très bien. On voit bien. Il écrivait en allemand, est-ce qu'il écrivait en latin, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait beaucoup d'aisance. Surtout, il avait une écriture, on voyait bien, c'était un homme qui savait écrire. Mais de lui, évidemment, on aurait la correspondance, on apprendrait pas mal de choses. Mais voilà. Donc, voilà comment. Alors, cette affaire qui est finalement petite, la confiscation des livres des Juifs de Francfort, qui leur ont finalement été rendus sur cette espèce de malentendu minable. C'était pas grand-chose. Des affaires comme ça, il y en a eu, on en avait tous les ans dans la chrétienté, pendant tout le Moyen Âge. Mais une affaire qui a pris des dimensions pareilles que l'affaire, le feuilleton judiciaire de Rochelin et des humanistes, et d'Ulrich Fontaine, et de tout le monde, ça, évidemment, c'est une dimension gigantesque à l'échelle. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous avez compris, parce que c'est quand même très, très embrouillé tout ça. Qui étaient les protagonistes principaux et qui étaient les enjeux principaux, et les différents niveaux auxquels ça se passe. Voilà. Si vous avez Oui, alors est-ce que Rochelin a eu des disciples? Est-ce que c'est assez. Est-ce que l'hébreu s'est développé? Alors, il s'est passé une chose assez curieuse, si vous voulez. Cette histoire d'hébreu, alors déjà le grec, il fallait vraiment être un intellectuel déjà d'assez haut niveau pour attaquer le grec, bien sûr. L'hébreu, encore plus. Parce que là, la difficulté, c'est de trouver des textes en hébreu, donc la Bible, Talmud, Kabbale. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Certains l'ont fait, hein, l'abbé Tritaim a essayé de le faire. Il y a eu une espèce d'école kabbalistique, chrétienne, inspirée de Picole Mirandol, sans aucun doute, dans laquelle sont venus Pierre Galetinus, souvent d'ailleurs des grands patrons d'ordre religieux, hein, chez les Augustins, chez les franciscains. Bon, mais ça n'a pas eu beaucoup de suite. Même après ça, au XVIIe siècle, il y a eu encore des gens qui ont, en milieu chrétien, qui ont développé cette espèce d'élucubration, mais qui est un vieux truc d'ailleurs, parce qu'on trouve ça chez les gnostiques, hein, aussi, dans l'Antiquité, cette idée qu'on peut réunir les traditions gnostiques, finalement, juives, chrétiennes et platoniciennes. À partir de Pythagore, on fait cette espèce de généalogie, et donc on passe par les néoplatoniciens, enfin il y a toute cette construction. Même encore maintenant, hein, faites Google, je ne sais pas quoi, tradition pythagoricienne, on trouve ça. Alors, des gens comme Erasme trouvaient ça grotesque. Parce que d'un esprit quand même un peu rationaliste. Bon. C'est-à-dire le courant humaniste, disons, rationaliste, qui est passé chez les Lumières, etc., eux, ça les faisait rigoler, ça. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ces élucubrations à les faire ça tient pas. Enfin, ils étaient dans un autre système. Mais il y a toujours. Non, mais il n'a pas eu vraiment de disciples. Il a enseigné l'hébreu à pas mal de gens. Hein. Capiton, enfin les grands réformés. Les grands réformés hébraïsants étaient tous des élèves de Rochelin. Et Luther? Luther, lui, ne connaissait pas l'hébreu. Enfin, il connaissait un peu, mais il n'était pas vraiment hébraïsant. Donc, mais si vous voulez, d'ailleurs, il y a des filiations, mais c'est un peu souterrain. Mélenchon, Philippe Mélenchon, c'était le petit-neveu de Rochelin. Et ils se fréquentaient de très près. D'ailleurs, on dit même que son nom, qu'est-ce que c'est ce nom de Mélenchon? Et oui, mais pourquoi avoir pris ce nom grec? C'est Rochelin qui le connaissait. Et Rochelin, lui-même, dans ses livres, il ne se nomme pas Rochelin, il se nomme Capnion. Il hellénisait son nom. Ça, c'était le grand snobisme des humanistes
On latinisait le nom. Hein. Ça, c'est facile, on rajoute us à la fin. Bon. Mais, bon, Erasme, c'est Erasmus. Luther, Lutherus. Mais, la classe, Erasme l'a fait d'ailleurs. Il s'en est mordu les doigts après. Dans ses premières lettres à Luther, il l'appelle Eleuthérus. Eleuthère. C'est élégant, c'est joli de transformer Luther en Eleftheros, qui veut dire l'homme libre en grec. Alors ça, il l'a baladé, il a traîné comme une sacrée casserole au bout de la queue, parce qu'on lui a dit « Ah, tu as dit que Luther c'était l'homme libre ». En plus, dans votre jargon d'humaniste, où on se dit tout en grec parce que ça fait plus chic. Alors ça, Luther, comme on sait, vous savez, s'est déchaîné contre Erasme. Quand Erasme a écrit contre lui, sur le libre arbitre, là, il a déversé tout le gros d'injures, les propos de table, les Tischreden, sont d'une violence contre Erasme. J'ai compté, il cite plus souvent Erasme que le pape. Il vomissait plus Erasme que le pape, Luther. Parce que Erasme l'avait attaqué sur la question du libre arbitre. Et Luther a dit, tout le reste, on peut discuter des sacrements, tout ça, on arrivera toujours à se mettre d'accord. Mais le libre arbitre, ça, c'est le point. Et ça, lui, il pète. Donc, alors si vous voulez, les suites de ça, bon, Erasme, on connaît. Bon, ça s'est arrêté brutalement en 1559, Concile de Trente, mise à l'index de première classe. Donc, on ne lit plus Erasme quand c'est terminé. Sauf quand, aux belles lettres, on replie. Non, mais en plus, quand on dit aux gens les adages, le petit fascicule rouge, un bouquin énorme, qui a été la Bible des intellectuels du XVIe siècle. Ils ont appris le latin et le grec là-dedans. Ils ont appris la métaphore là-dedans. Ils ont appris l'écriture, ils ont appris la rhétorique là-dedans. Ça a été mis à l'index, on ne l'a plus jamais édité depuis 500 ans. Donc jamais traduit en français, jamais traduit en allemand, non plus en anglais. Or, c'était avec ça qu'ils ont appris. Donc, la postérité d'Erasme, on la connaît, hein. Elle a été clandestine, ça a été les Lumières, on le sait, hein. Swift, Voltaire. Voltaire a écrit un truc magnifique. Hein, ce petit dialogue, on le trouve sur Internet, c'est extraordinaire. Ça fait 10 pages. Voltaire a écrit ce petit dialogue qui s'appelle, sauf erreur, le style, c'est du style rencontre aux enfers, vous savez, il y a à l'imitation des dialogues des morts de Lucien, évidemment. Rencontre entre Erasme, Lucien et Rabelais aux enfers. Voilà, aux échanges. En gros, l'argumentaire, Lucien leur dit « Oh, franchement, je vous admire, parce que de mon temps, c'était beaucoup plus facile. » Ah bon? Et pourquoi? Nous, on n'avait pas l'Église. On n'avait pas l'Inquisition, on pouvait raconter ce qu'on voulait. Il fallait faire attention aux princes, mais vous, franchement, vous êtes des héros. Et il dit ah, le plus malin, c'est Rabelais. Parce qu'il a caché ses critiques sous une telle vulgarité, un tel comique, que du coup, le lecteur ne se rend même pas compte que c'est qu'on se paye leur poids. Bon, et donc, ça a pu passer. Et à la fin, le dialogue, Voltaire dit, c'est mieux que je vous le dis, il dit, les trois compères décident d'aller boire un coup à la taverne d'en face, et sur le chemin, ils rencontrent Jonathan Swift. Et ils vont bras dessus, boire à la taverne. La succession d'Erasme, c'est ça. C'est ça. Succession de Rochelin, c'est beaucoup plus difficile, parce que Rochelin, auteur de théâtre génial, mais pareil, on a arrêté de faire du théâtre martin. Succession kabbalistique, c'est très complexe. Bon, la Kabbale, c'est comme une l'histoire. Moi c'est pas la tasse de thé. Puis, succession de d'Ulrich von Hutten, alors là, c'est très complexe, parce que là, il y a une succession en Allemagne. Puis il faut dire, le gars, il savait tenir la plume. Il a écrit des choses extraordinaires. Mais là, pareil, en France, on ne connaît pas, parce que les Allemands sont fous, puis les protestants sont fous. Donc, non mais c'est vrai, bon, on parle d'Ulrich von Hutten, en Allemagne, au moins, ils ont des monuments, à Berlin, ils ont des monuments, enfin bon, en France, c'est cinglé là. Or, si ça nous... Il y a de la matière. Reuchlin a eu, qui était de Pforzheim en fait, a eu, pas très loin d'ici, a eu un élève alsacien, c'est Pélican. Ah oui, on va de Pélican, bien sûr. Pélican, c'est Kirchner, hein, il a fini son nom, Kirchner, c'est celui qui fait de la peau, il devient Pélican, il lui apprend l'hébreu.
Pélican est à Bâle, il est dans le milieu Colabade, Erasme, etc. Il apprend à son tour l'hébreu à un certain nombre d'érudits bâlois et même parisiens. C'est ça. Sous cet angle-là, voilà, l'enseignement de l'hébreu. Maintenant, est-ce qu'on sait si Pélican a pris position vis-à-vis de Reuchlin au moment où il a eu toutes ces histoires? J'ai un peu lu quelque chose, mais je n'ai pas trouvé trace de ça. Moi non plus. Écoutez, attendez. Une technique infaillible. Parce que d'accord, il y a un index. Il faut dire ici, souligner les mérites de cet instrument de travail. Je me demande si c'est pas un peu plus tard. Si on n'est pas dans les années déjà, si Pélican n'est pas passé dans le monde public dans les années 25. C'est une après la mort de demi-génération après. Oui, on va voir. Mais en tout cas, est-ce qu'il est mentionné? Parce que, oui, s'il n'est pas mentionné par Houten dans les deux hommes, parce que quand il sort l'armée des rochinistes, tout le monde y est, il donne les noms, il met des blagues sur tout le monde, il ne parle pas de Pélican, donc ça doit être juste après, je pense. Hein. Parce que même École-en-Bas, on est déjà dans la génération d'après. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient donc 17-18 ans au moment de l'affaire et qui sont passés à la vie publique un peu plus tard, à l'époque ultérieure. Bon, mais il faudrait vérifier. Alors effectivement, l'enseignement de l'hébreu, ça, Reuchlin a été évidemment une des chevilles de la. Et Richard Simon. Oui, là on est beaucoup plus tard. Oui. Ah ben Richard Simon tenait Reuchlin très estimé. Oui, c'est Richard Simon. Dans les études bibliques, alors d'ailleurs, moi j'y connais rien, mais les bouquins d'études de l'hébreu qu'a fait Reuchlin, ils sont remarquables. Remarquables, enfin, scientifiquement, pédagogiquement. C'est un type qui a le sens de la pédagogie. Il expliquait tout. Ah non, c'est un personnage très étrange, hein, parce qu'il avait ce dehors très austère finalement, c'était pas un rigolo, Reuchlin, type juriste des dominicains, écrivant des traités de Kabbale et tout ça. Il a écrit des comédies, 2 comédies. On est en train de les traduire, on va les publier dans la collection, qui sont des chefs-d'œuvre, c'est du Molière. Franchement, il y en a. C'est extrêmement drôle, il avait une plume, une vivacité incroyable. Vraiment, qui avait appris à l'école humaniste, à latine. Bon. Et il avait un humour et une vacherie. Vraiment, c'était des gens qui avaient, enfin pas tous, hein, mais Reuchlin faisait partie de ceux qui avaient vraiment la plume très acierte. Et donc c'est pareil, alors les Allemands essayent, ils ont du mal, parce que c'est très compliqué à faire, mais ils arrivent progressivement. En France, il y a du chemin. Mais ce sont les humanistes allemands ou les théologiens allemands qui reprennent ces livres de Reuchlin? Théologien, théologien protestant ou catholique? Les deux. Théologiens protestants, ça m'étonnerait qu'ils aient beaucoup, surtout après le déchaînement de lutter contre les juifs, pour dire à la Kabbale, ça vaudrait le coup de s'y mettre. Je ne sais pas, hein, mais il y a eu des. Mais, à mon avis, c'est tardif, c'est à partir du 18e et 19e que la grande école d'hébraïsme allemand a vu le jour. Mais on n'est déjà plus. Enfin, je pense qu'on est déjà dans un autre système. Au 19e, là, évidemment, Kittel et toute la grande école biblique. Mais il faudrait voir d'ailleurs ce qu'ils en disent. Hein. Réellement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont. Oui. Non, je demandais quelque chose. Oui. Ce que je voulais dire, c'est. Je crois qu'il ne faut pas minimiser des figures comme celle de Pfefferkorn. C'est-à-dire que, dans ce qu'on en sait, ces renégats juifs comme lui, comme Carven, sont des gens qui sont très cultivés, qui ont un bagage juif extrêmement important et qui ne sont pas juste du menu fretin qui passent comme ça. Et c'est là où il y a quand même une rencontre importante avec Yossel, c'est qu'il y a des joutes où on oppose, comme un tournoi, des Pfefferkorn notamment, et d'autres négats, à notamment Yossel. Et les spectateurs sont les arbitres de cette confrontation. Oui, comme il n'y a débat politique. Voilà. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Yosselman arrive
à contredire, à défaire Pfefferkorn. Je crois que c'était à Augsbourg, je ne suis plus exactement. Et il est chassé, Pfefferkorn, à partir de ce moment-là, il ne peut plus reparaître. Ah oui, parce qu'il a été vaincu. Et parce qu'il a été vaincu. Donc ça donne quand même, par rapport à ce qu'on a entendu ce soir, la dimension de ce Josselmann de Rossas. Oui, parce que là, par exemple, moi je connais très très peu, pour moi dans mon idée, Pfefferkorn, ça y est dans la littérature pamphlétaire, est toujours traité comme un minable, un alphabet, tout ça, alors que si ça se trouve... C'est pas le cas. Et d'autre part, on sent combien il y a une espèce d'obsession chez Jossel de combattre les renégats. Combien ces gens-là nuisent à la cause juive avec effectivement toute l'ardeur du néophyte et du coup c'est un danger extrêmement grand pour la communauté juive. Ce que je voudrais aussi ajouter, simplement pour qu'on sache bien de quoi on parle, je pense à Pic de la Mirandole, lui, et Reuchlin, quand on parle de la Kabbale, il faut absolument sortir de la lecture de la Kabbale instrumentalisée telle qu'on peut connaître aujourd'hui et avec l'aura, ça sent le souffle, la manipulation et tout. La Kabbale fait partie vraiment de l'interprétation mystique juive tout à fait reconnue. Et que c'est dans cette perspective que, non, je suis affirmatif dans ce que je dis, vous lisez Scholem et tous ces gens qui ont travaillé, et il n'y a pas longtemps encore sur la Kabbale, c'est une des dimensions, il y a une tension dans le judaïsme entre une approche plus rationnelle et une approche plus mystique, qu'après ce qu'on a appelé la Kabbale pratique est dégénérée, mais les commentaires, l'approche des textes est quelque chose de très important. Du coup, on comprend que Reuchlin, ou Pic de la Mirandole et d'autres, aient trouvé une nourriture spirituelle dans ces textes. Il faudrait, d'ailleurs, il y aura sans doute des analyses à approfondir, parce qu'en plus, si on regarde la période, évidemment, Pic de la Mirandole ou Reuchlin se trouvaient au mauvais moment, puisqu'ils se sont trouvés contemporains de la grande expulsion de l'Espagne. Du coup, la Kabbale que eux, à laquelle ils avaient accès, c'était la Kabbale d'avant, c'était le Zohar, principalement. Et ce n'était pas du tout, évidemment, la Kabbale postérieure, la Kabbale d'Isaac Luria et d'Aboulafia, qui, elle, s'est construite sur l'expulsion d'Espagne. Et donc, avec toute la mystique du tikkun et de la destruction qui provoquerait l'arrivée du Messie et des trucs comme ça. Et donc, il se trouve, effectivement, ça explique peut-être aussi d'ailleurs qu'ils n'aient pas eu de postérité, parce qu'ils se trouvaient pile au mauvais moment. Parce que même chez les Juifs, d'ailleurs, la postérité, il a fallu des contorsions solides pour que chez Aboulafia et Isaac Luria reconstruire sur ça. Et donc les autres se trouvent... Et puis en plus, et puis quoi qu'on dise quand même, la Kabbale, c'est quand même une affaire de Juifs, par définition. Dès l'instant qu'on... Si vous voulez il s'agit de la rédemption du peuple juif, par définition. Donc, celui qui n'est pas juif, alors il faut en plus faire tout le détour pour arriver à dire ça nous concerne aussi. Donc, c'est un système avec plusieurs variables et qui sont, d'ailleurs, je pense même par la suite, ça va le 18e, des gens qui ont essayé de le faire, c'est assez difficile. Enfin, je ne sais pas, mais ça demande analyse fine. Je crois que, là je ne me suivrai pas, je ne crois pas du tout qu'au centre, il y ait uniquement le tikkun, la rédemption du peuple juif. C'est vraiment toute une vue de l'organisation et de la transformation du monde tout entier. Et quelque part, ça touche vraiment l'ordre du monde et ce qu'il doit devenir. Donc, c'est une tradition, une approche mystique, comme il peut y avoir. Il y a d'ailleurs beaucoup d'influences chaque fois. C'est comme pour tout. Il faut chaque fois contextualiser, et c'est vrai que les penseurs juifs sont profondément influencés par les penseurs de l'entourage, et inversement, eux-mêmes conditionnent. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir
cette imprégnation, au-delà, je dis, parfois de la condamnation. Mais c'est vrai, mais pour travailler ça, il faut ressortir Rochelin, pour ressortir Pic, de 900 thèses, si vous les cherchez dans le commerce, vous ne les trouvez pas. Si Dieu vous prête vie, l'année prochaine, ils seront dans la collection. Comme ça. Et je peux vous dire, c'est il y a des chaldéens, de l'arabe, tout ce que vous voulez. Bon, autre chose. Oui. C'est une petite question pratique. Les principales imprimeries juives qui ont survécu par rapport à ces autres imprimeries, où étaient-elles? Si vous voulez, les imprimeries, alors, les premières, il y en a eu très tôt des imprimeries juives, dès les débuts de l'imprimerie, en Italie du Sud. Et si Léon X a voulu, c'était il a voulu, sur l'influence érasmienne, évidemment, créer une imprimerie hébraïque chrétienne à Venise, chez Bomberg. Il l'a fait. D'ailleurs, ils ont même publié le Talmud. Bon, tout ça, c'est des entreprises un peu délirantes, ces affaires-là. Et l'idée, c'était d'assécher le marché des imprimeurs juifs. Donc, d'ailleurs, a fini par s'assécher. Et avec les exécutions, il n'y avait plus de marché. Et après ça, où est-ce qu'on publiait? En Grèce, on a publié encore. Et puis à Bâle, oui, mais c'était plus des imprimeurs juifs. Alors, évidemment, ça, les Estienne, Froben, bon, bien sûr, les imprimeurs humanistes. Mais, cela dit, les imprimeurs humanistes ont eu des problèmes aussi, puisque Estienne, et ça a conduit un projet, entre autres, a dû fermer ses portes, pour raison inquisitoriale. Et elle est sortie à Genève. Bon, alors ça, c'est devenu les calvinistes, Calvin qui a fait la loi sur l'imprimerie hébraïque. Mais c'est-à-dire que l'imprimerie juive, je ne sais plus, après le XVIIe siècle. On expose dans une des vitrines en bas un volume produit à Isny, en Bavière, où a fonctionné sous l'égide de Paulus Fabius, donc un érudit chrétien, qui avait attiré dans son entourage pour collaborer avec lui, alors qu'il était déjà sur ses vieux jours, un très grand érudit juif qui s'appelait Elias Delita, qui avait travaillé à Rome avec Gilles de Viterbe, un des premiers hébraïsants, un des cardinaux premiers hébraïsants de la Curie aussi. Et dans la fin des années 1530 jusqu'à 1542, c'est une sorte de presse particulière qui a fonctionné là, dans c'est un petit bled de Bavière, vraiment la circulé, mais qui a sorti un assez grand nombre de productions. Là, c'est un volume que la bibliothèque a acquis d'ailleurs à la fin de l'année dernière, spécialement pour l'exposition. C'est un traité de lexicographie, en fait un dictionnaire, qui est mis sous l'invocation de Élie le Tishbite, donc Élie est une figure qui dans la Bible, je crois, passe pour être expert et versé dans les langues. Donc, pour en revenir à la question, quand même, oui, il y a eu ce centre d'impression sur une initiative, alors c'était quand même un clerc, ce Paulus Fabius, il était, sur le coup je aurais pu dire s'il était jésuite ou à quel ordre il appartenait, mais enfin, il faisait partie de la hiérarchie catholique, et il s'était voué, il avait été gagné au combat de Rochelin pour diffuser la connaissance de l'hébreu, les sources premières du christianisme, donc. Et il a réussi à faire fonctionner cette presse hébraïque pendant quelques années, qui produisait exclusivement. Parce que Soncino en Italie, jusqu'à quand ils ont produit? Soncino, ils ont beaucoup produit dans les premières années d'imprimerie. Blomberg, c'est à partir des années 1523 à Venise. Soncino, c'est sur le 15e siècle, mais je ne crois pas que ça déborde beaucoup. Voilà, je ne crois pas qu'ils ont débordé beaucoup. Ils ont été très productifs pendant les débuts de l'imprimerie, pendant la première génération. Et puis. Précise, mais ça a été assez vite. Ils ont œuvré au milieu de difficultés. Il fallait d'abord fabriquer des fontes qui n'existaient pas. Il fallait pouvoir développer une activité quasi industrielle. Bon, alors en Italie, les conditions sociales pour les Juifs étaient peut-être un peu plus favorables qu'ailleurs, mais pas non plus bizarre. Voilà. Je crois qu'on vous écouterait encore
pendant des heures et qu'on aurait sans doute encore bien des questions à vous poser. En tout cas, je crois que je peux remercier M. Saladin de cette érudition qui sait rendre si vivante et si actuelle. Surtout, effectivement, il ne faut pas. Dernier petit indice, on citera quand même, cette affaire des lettres des hommes obscurs. Aujourd'hui, on vit encore, on a mentionné la scolastique, la philosophie médiévale, on vit encore aujourd'hui dans nos représentations communes sur l'idée que, bon, ça c'est des coupeurs de cheveux en quatre, des manières de s'habiller absolument, bon, qui se préoccupaient pour des problèmes complètement futiles, tout ça. Cette image-là, elle dérive directement des lettres des hommes obscurs. Ça, tu l'as créé, tu l'as installé. Tellement la force satirique d'Ulrich von Hutten a ridiculisé complètement ces théologiens, pseudo-théologiens, mais les a jetés bas. Donc, pour dire un exemple d'influence persistante de ce livre jusqu'à aujourd'hui. Mais bref. Merci. Nous pouvons remercier aussi M. Saladin et les éditions des Belles Lettres de leur effort constant. C'est la noble mission de cette belle maison d'édition de continuer à garder vivantes ces traditions d'études et de diffusion dans le grand public, de ces débats du passé qui sont encore quelque part toujours très actuels.